Dans le cadre du cours de la programmation, nous allons voir aujourd'hui un cours sur la manière avec laquelle nous pouvons stocker les données à l'intérieur de supports qui sont physiques pour pouvoir les réutiliser par la suite. Alors, on va donner un exemple. Lorsque, par exemple, on écrit une lettre, les données se trouvent dans la mémoire. Pour pouvoir réutiliser la lettre par la suite, et avant de quitter le logiciel avec lequel on écrit la lettre, nous procédons à la sauvegarde de cette lettre dans un support physique. On fait enregistrer avant de quitter. Alors, lorsqu'on travaille sur les données, ils se trouvent dans la mémoire vive, dans la RAM de l'ordinateur. Alors, on sauvegarde les données, on sauvegarde la lettre pour pouvoir la réutiliser par la suite. Et donc, il ne peut plus rester ce format électrique parce que le format électrique est volatile, c'est-à-dire que la lettre va se perdre une fois on éteint l'ordinateur. Alors donc, on va l'enregistrer ou la sauvegarder sous une autre forme qui est une forme plutôt permanente, physique, sous forme magnétique ou gravure. On la stocke dans ce qu'on appelle un fichier. Alors donc, dans le cadre du cours d'algorithmique et structure de données, nous allons étudier une introduction à l'étude des fichiers. Les données donc qui sont, comme je disais, donc les données qui sont dans la mémoire devront donc, avant d'éteindre la machine, devront être stockées dans un support physique qui est le disque dur ou une clé USB ou un DVD ou un CD pour pouvoir donc garder ces données-là. Donc on désire garder les informations en vue de les utiliser ultérieurement, même lorsqu'on éteint l'ordinateur. Alors, comme solution, on va utiliser un support physique. Ce support physique, donc, va comporter des données ou des informations qui sont stockées sous forme non électrique, parce que le format électrique est un format volatile. C'est la forme, par exemple, magnétique, ou bien gravure, ou bien sous une forme physique permanente. Alors, ces supports sont donc des mémoires de masse telles que les disques durs, les disquettes, les clés, etc. Ces informations seront stockées dans ce qu'on appelle les fichiers. Donc, aujourd'hui, nous allons étudier donc les fichiers. Alors, un fichier est un ensemble de données qui sont créées par un programme. Pour pouvoir créer un fichier, il faut absolument avoir donc un programme qui va le créer et le manipuler. Alors, on peut noter deux types de fichiers. Alors, vous avez les fichiers programmes qui sont créés par des langages de programmation. Ces fichiers constituent un ensemble d'instructions écrites à l'aide d'un langage de programmation et destinées pour être exécutées par un ordinateur. Alors que la deuxième catégorie qui consiste en la création de fichiers de données, ce sont des données qui sont stockées ensemble en vue d'une utilisation ultérieure. Ils ne sont pas exécutables, mais ils seront destinés donc pour garder des informations en vue de les utiliser par la suite. Alors, l'utilisation des fichiers donc nécessite 4 opérations obligatoires pour un bon déroulement du travail avec les fichiers. Donc, pour pouvoir utiliser un fichier, il faut 4 choses qui sont nécessaires et suffisantes. Alors, ces 4 choses-là sont d'abord la déclaration de fichier, c'est-à-dire qu'il faut déclarer un nom logique à l'intérieur de la mémoire pour pouvoir donc faire transiter les données par celui-là avant de partir dans le disque dur. Deuxièmement, vous avez l'assignation. Dans cette opération-là, on va assigner un nom physique à un nom logique. Et puis l'ouverture, qui permet de créer un chemin par où les informations vont transiter pour aller dans le disque. Et enfin, la fermeture. Alors, on va expliquer chaque opération à part. Alors, la déclaration, il consiste à créer à l'intérieur de la mémoire de l'ordinateur, la RAM, créer un espace mémoire par où les informations vont transiter, donc avant d'aller dans le disque. Cet emplacement est appelé un tampon ou bien un buffer.
Il constitue l'emplacement logique. On dit que c'est l'emplacement donc logique du fichier qui s'appelle un tampon. En général, c'est un pointeur donc sur un fichier. La deuxième opération, c'est l'assignation. Alors, l'assignation est une sorte d'affectation d'un nom physique ou d'un emplacement physique sur le disque au nom logique qu'on vient de créer par la déclaration du fichier. Alors, les informations qui vont transiter par le nom logique au sein de la mémoire vont aller directement à l'emplacement physique assigné. Cet emplacement physique constitue donc le fichier proprement dit. Alors cette assignation a pour rôle de dire que un nom physique correspond à un nom logique et vice-versa. Comme ça, les informations, par exemple, dans un fichier F vont partir dans les emplacements qui sont dans un nom logique F vont partir dans un fichier salaire.date par exemple, et les informations qui transitent par un emplacement G vont partir dans un emplacement qui s'appelle par exemple données.date. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de chevauchement donc, de données. La troisième opération, c'est l'ouverture. Alors l'ouverture, elle constitue donc en la création d'un chemin ou d'un tuyau par où les informations vont circuler en partant de l'emplacement logique qui est dans le fichier à son emplacement physique. Alors à partir de là, les informations peuvent partir de l'emplacement logique vers l'emplacement physique et de l'emplacement physique dans l'emplacement logique. Ça dépend donc du mode d'ouverture. Ça dépend du mode d'ouverture. Et donc ce chemin restera valable et ouvert jusqu'à ce qu'on ferme le fichier. Après donc, comme je disais, après l'ouverture du fichier, on peut lire, écrire, supprimer, modifier ou ajouter des informations dans le fichier selon le type d'accès choisi, soit le mode read, lecture seule, soit le mode write, écriture seule, soit le mode ajout, donc ajout, c'est-à-dire lecture et écriture. Et enfin, la fermeture. Alors, après avoir donc créé le fichier, donc déclaré l'emplacement logique, assigner un emplacement physique donc à l'emplacement logique, et puis ouvrir le fichier, on fait des opérations, il faut fermer le fichier. Alors, et si on ne ferme pas le fichier, qu'est-ce qui va se passer? En fait, le buffer, eh bien, la condition pour vider le buffer, et tout simplement, il faut qu'il soit complètement plein. Alors, s'il est plein, il est automatiquement vidé. Mais si jamais, par exemple, on décide de quitter l'application et que le buffer n'est pas encore plein, dans ce cas-là, eh bien, on risque de perdre les données qui sont les dernières données qui sont dans le buffer alors qu'il n'est pas plein. Il risque de ne pas partir dans l'emplacement physique. Alors cette opération, il permet de couper la relation qui existe entre l'emplacement logique et l'emplacement physique du fichier. Le fichier ne peut plus être utilisé qu'après une autre ouverture. Alors, la fermeture du fichier vide le tampon, ce qui implique qu'il n'y a pas de risque de perdre les dernières informations existantes dans le tampon, malgré que ce dernier n'est pas plein. Alors, après avoir donc expliqué les différentes manières, donc les quatre piliers principaux, donc pour pouvoir utiliser les fichiers, à savoir la déclaration, l'assignation, l'ouverture et la fermeture, nous allons citer deux principales caractéristiques pour pouvoir différencier les fichiers. Alors, on peut différencier les fichiers par deux choses principales, telles que le type. On note un fichier est un type structuré. En fait, c'est comme un enregistrement, c'est comme un tableau, mais c'est un fichier structuré. Il est donc constitué de plusieurs champs, et donc il y a deux cas possibles. Le premier cas, c'est que tous les champs sont du même type. Par exemple, on peut parler d'un type réel, integer, caractère, enregistrement. On parle alors d'un fichier typé ou binaire. Ça veut dire qu'il y a un type de base. Alors, ce type de fichier, il est traduit au langage machine en binaire et donc on ne peut pas l'ouvrir dans un éditeur. Le fichier ne peut recevoir que des données qui sont de même type que le type de base du fichier. Deuxième cas, le type de fichier est un type quelconque
Alors, ou bien les données ne sont pas de même type. On parle alors d'un fichier texte dans lequel on peut mettre des données de toutes sortes. Ce fichier est considéré comme une feuille blanche dans laquelle on peut mettre des données de n'importe quel type. Alors, ce type de fichier est ouvrable dans n'importe quel éditeur parce qu'il reste un fichier texte et donc on peut l'ouvrir dans n'importe quel éditeur et parce qu'il n'est pas donc traduit en langage machine et donc ce n'est pas un fichier binaire. Alors, la première manière, c'est le type. La deuxième manière, c'est l'accès. Alors, l'accès, le mode d'accès, c'est le mode d'échange des informations entre le fichier, avec le fichier. Il y a 3 cas qui sont possibles. Alors, premier cas, c'est accès en écriture seule. On appelle ce mode-là le mode W ou le mode write. Donc, dans ce cas-là, on ne peut qu'écrire des données dans le fichier. Attention, si un fichier ouvert avec ce mode écrit, s'il n'existe pas, mais attention, s'il existe, il est écrasé. C'est-à-dire que si le fichier existe déjà et on l'ouvre en mode write, on risque de perdre toutes les informations que contenait donc ce fichier. Deuxième mode, c'est l'accès en lecture seule. Ce mode-là s'appelle mode R, donc c'est le mode read. Alors, on ne peut que lire des informations dans le fichier. Alors, si un fichier est ouvert en mode read, soit donc il existe, dans ce cas-là, on ouvre le fichier, on lit les données dessus, s'il n'existe pas, et donc rien n'est fait, c'est-à-dire il n'y a pas de données. Et puis, l'accès en mode ajout. Add. Alors, on peut lire, écrire, modifier, supprimer, ajouter les informations dans le fichier. C'est-à-dire que c'est le mode qui ne pose pas de problème. À l'ouverture du fichier, eh bien, le pointeur du fichier pointe à la fin donc des données. Alors, ces deux dernières choses très importantes, le type, ces deux dernières caractéristiques qui sont les types et l'accès, peuvent être combinées. Alors, donc, dans l'accès à un fichier, ces deux caractéristiques peuvent être combinées selon l'utilisation souhaitée. Le fichier, donc ce tableau-là explique les différentes combinaisons. Donc, nous trouvons ici le mode et le type de fichier. Donc, mode write, read, ajout, et type de fichier texte binaire. Et on peut trouver donc un fichier texte, mode write c'est W plus T, texte read R plus T, texte add c'est A plus T, binaire write c'est W plus B, etc. Donc binaire read c'est R plus B et binaire add c'est A plus B. Alors on peut aussi différencier les fichiers selon un autre mode, d'accord? Donc, on définit un mode d'accès particulier au fichier. Ce mode se présente sous 3 cas qui sont différents. Alors, le premier cas, c'est l'accès direct, c'est-à-dire comment accéder à un enregistrement dans le fichier. Alors, on accède à un enregistrement directement, c'est-à-dire qu'on connaît son emplacement dans le fichier ou bien son numéro dans le fichier. Alors, ce mode est surtout utilisé dans le cas des fichiers typés ou binaires. Pourquoi? Parce que tous les enregistrements ont la même distance, si vous voulez, ou bien la même longueur. Et donc, on peut faire des pas égaux pour pouvoir accéder. Il suffit donc de donner le numéro de l'enregistrement pour se positionner automatiquement dessus. Ce mode peut être utilisé dans le fichier texte, mais difficilement. Deuxième mode, alors là, l'exigence de ce mode-là, mode accès direct, c'est qu'il faut connaître auparavant les numéros des enregistrements. Deuxième mode, c'est ce qu'on appelle le mode séquentiel. Alors le mode séquentiel, alors il consiste à donc accéder séquentiellement à un enregistrement donné. C'est-à-dire tout simplement que pour accéder à l'enregistrement N, il faut lire les N-1 enregistrements précédents. Donc, l'inconvénient de ce mode-là, c'est que l'avantage, c'est que on accède donc à l'enregistrement, mais l'inconvénient, c'est que si il y a beaucoup d'enregistrements et que l'enregistrement cherché se trouve vers la fin, eh bien, on va perdre beaucoup de temps pour accéder, donc, si vous voulez, pour accéder donc à l'enregistrement. Alors, ce mode-là n'est pas très pratique parce que il y a une grande perte de temps. Alors, par exemple,
dans une banque où on a plusieurs milliers donc, de clients et un client consiste en un enregistrement qui est très grand parce qu'il contient beaucoup d'informations. Alors, on ne peut pas s'amuser à utiliser un accès séquentiel parce que le client peut attendre très longtemps avant d'accéder donc à son enregistrement. C'est pourquoi il y a un troisième mode qui s'appelle l'accès séquentiel indexé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un peu la combinaison des deux modes d'accès, accès direct et accès séquentiel. Et il est utilisé dans le cas où l'enregistrement de base du fichier contient plusieurs champs, notamment par exemple dans le cas des banques. Alors, ce mode-là, il consiste à créer en fait deux fichiers. Vous avez le fichier principal qui contient toutes les données, donc le grand fichier là. Alors, ce fichier-là contient plusieurs enregistrements avec plusieurs données dans chaque enregistrement. Si on ne connaît pas à l'avance le numéro de l'enregistrement pour pouvoir utiliser un accès direct, donc on ne peut pas utiliser l'accès direct. Deuxièmement, on ne peut pas utiliser l'accès séquentiel tout simplement parce qu'on risque de perdre beaucoup de temps. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On crée un autre fichier qui s'appelle un fichier indexé. Alors, quels sont les enregistrements de ce fichier indexé? Dans le fichier principal, et pour chaque champ, eh bien, pour chaque enregistrement du fichier, eh bien, on choisit une information principale, donc de chaque enregistrement principal, qui va s'appeler clé, et qui va constituer un champ dans l'enregistrement du fichier indexé. Et puis, on choisit aussi l'index qui n'est que le numéro de l'enregistrement dans le fichier principal. Et donc, ça va constituer donc le deuxième champ. Lorsque on cherche un champ ou bien un enregistrement dans le fichier principal, il suffit d'entrer la clé. Donc, l'utilisateur introduit la clé, on effectue une recherche séquentielle dans le petit fichier qui est là, d'accord? Donc, la recherche séquentielle est obligatoire, donc selon la clé, d'accord? On effectue une recherche séquentielle jusqu'à ce qu'on trouve l'enregistrement dans ce petit fichier. L'accès séquentiel est rapide parce que le fichier indexé contient des enregistrements qui ne comportent que de champs, et donc l'accès est rapide. Une fois on trouve l'enregistrement recherché, eh bien on détermine l'index, et avec l'index on accède directement donc à l'enregistrement dans le premier fichier. C'est pourquoi il s'appelle l'accès séquentiel indexé. On fait une recherche séquentielle sur la clé, et puis avec la détermination de la clé, on détermine donc on détermine l'index, et avec l'index, on accède directement donc au fichier principal. Alors, donc là, ça s'exécute, donc on utilise ce mode-là dans le cas donc des banques. Alors là, c'est des explications. Alors, on va prendre un exemple dans le cas des comptes bancaires. Dans une banque, un fichier principal contient des enregistrements très grands, résumant l'identification de chaque client. Ainsi, un enregistrement contient le nom, le prénom, l'adresse, le téléphone, le numéro de CIN, un tableau qui résume toutes les dernières opérations effectuées avec le numéro de l'opération, sa date, le montant et le type de l'opération, le solde et le numéro de compte. Alors, nous remarquons que l'enregistrement contient plusieurs informations. On ne peut donc pas faire une recherche séquentielle dans le fichier. C'est pour cela on va créer donc un fichier indexé contenant les enregistrements formés par des champs. Alors, deux informations principales. D'abord un index qui est le numéro de l'enregistrement dans le fichier, 1, 2, 3, etc. jusqu'à n. Et puis la clé. Alors, on choisit une information principale. Dans une banque, on prend un numéro de compte. Alors, bien sûr, la clé est un champ qui doit assurer l'unicité pour ne pas avoir deux enregistrements qui ont la même clé. Donc, si on veut accéder à un client donné, il suffit d'entrer son numéro de compte.
On fait une recherche séquentielle dans le fichier indexé, puis on trouve l'index correspondant, puis on fait un accès direct dans le fichier principal pour lire l'enregistrement du client désiré. Et donc, c'est le principe de l'accès séquentiel indexé. Vers la fin, eh bien, et pour résumer, on va dire que un fichier est un lieu physique dans lequel on stocke les informations pour pouvoir les réutiliser par la suite. Deux types de fichiers. Il y a les fichiers programmes qui sont destinés pour être exécutés et les fichiers de données qui sont destinés pour recevoir des données. Quatre choses principales permettent d'utiliser les fichiers. Un fichier doit être déclaré, il doit être assigné, il doit être ouvert et puis il doit être fermé. Alors, deux types de fichiers. On a les fichiers binaires qui contiennent des champs qui sont de même type et des fichiers texte qui sont donc des fichiers texte qu'on peut ouvrir dans n'importe quel éditeur. On peut aussi parler du mode d'accès. Donc, il y a trois modes. Vous avez l'accès en lecture seule, en écriture seule et en ajout. On peut combiner le type de fichier et l'accès, donc soit texte, lecture seule, texte, écriture seule, etc. Et enfin, on différencie les fichiers avec le mode d'accès. Alors, il y a trois modes. Il y a le mode direct, accès séquentiel et accès séquentiel indexé.